Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans la troisième conférence de ce cycle sur magie blanche, magie noire. Aujourd'hui, nous allons parler de la fantasy. Alors bien sûr, ça ne vous a pas échappé, on vit dans un monde qui est passionné par la fantasy. Les franchises actuelles de Game of Thrones, d'Harry Potter, de World of Warcraft, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, ont le vent en poupe et connaissent un énorme succès. La question qu'on se pose, c'est pourquoi, alors que ces univers font référence à la magie, qu'on considère souvent avec des intérêts, mépris, voire moquerie, et au Moyen Âge, une époque qui, comme on a vu, a longtemps été dévalorisée. De plus, elles mettent en scène des personnages qui n'ont pas toujours le beau rôle, qui sont associés au diable, comme les vampires, les loups-garous, ou encore comme les sorcières. Donc, la question qu'on va se poser, c'est d'où vient la fantaisie, d'où viennent les créatures de fantaisie, comment ce genre est né et pourquoi aujourd'hui il connaît le succès que l'on sait. Alors, pour cela, on va voir en introduction le Moyen Âge aujourd'hui, quand le passé nous parle du présent. Ensuite, on va s'intéresser à toute l'histoire des créatures qui peuplent la fantaisie, mais pas n'importe lesquelles. Les créatures humanoïdes, dites humanoïdes, c'est-à-dire qui ressemblent aux hommes, qui ont une parenté effectivement avec l'homme. Donc on ne va pas voir les animaux, parce qu'on a énormément d'animaux aussi dans la fantaisie, mais ce ne sera pas l'objet de cette conférence. Donc on va voir d'abord ce qu'on appelle les mutants, vampires et loups-garous, c'est-à-dire des créatures qui ont été des hommes, comme vous et moi, et qui se sont transformées. Donc pourquoi, comment, quels sont leurs pouvoirs magiques, comment naissent-elles, qu'est-ce que la magie induit pour elles. Ensuite, on va étudier le cycle arthurien, parce qu'effectivement, le cycle arthurien autour de la quête du Graal naît au Moyen Âge, mais on s'aperçoit que les avatars arthuriens, comme Merlin, les fées et le roi Arthur, peuplent nos univers de fantaisie contemporains et ont encore un sens effectivement pour nous. Et enfin, on va voir ce qu'on appelle le petit peuple, donc qui comprend toutes les créatures de petite taille, qu'on peut associer, que parfois certains folkloristes associent aux dieux du foyer, donc les lards romains. On en a parlé un peu dans notre conférence sur le bonheur. Donc, ce qu'on appelle stricto sensu le petit peuple, avec les lutins, les gnomes ou les korrigans, qui sont des créatures entièrement magiques. Ensuite, le cas du nain, donc personne existante, mais en même temps référence à la fantaisie. Donc on va voir comment l'époque médiévale, mais aussi l'époque contemporaine, assimile la différence. Et aujourd'hui, et également, en dernier point, on étudiera les elfes, qui restent une des créatures les plus extraordinaires de la fantasy, puisqu'elle est associée à un idéal. Voilà. Et enfin, pour conclure, on fera le lien entre la fantasy et les sciences. Donc, introduction, quand le Moyen Âge nous parle du présent, quand le passé nous parle du présent. Alors, aujourd'hui, la fantaisie, elle va en poupe. Donc, voilà, on va pas se leurrer, je vous montre le premier tome de l'heptalogie Harry Potter, publié en 1997, je crois, donc ça a été 10 ans, 1997-2007. Game of Thrones, donc déjà la série de romans qui n'est pas terminée, puis la série de David Benioff et D.B. Weiss. Et enfin, donc on ne parlera pas trop de jeux vidéo aujourd'hui, même si ceux qui s'intéressent à ce genre pourront reconnaître de très nombreuses créatures dont on va parler. World of Warcraft, qui a été lancé, donc c'est une franchise assez ancienne des jeux vidéo puisqu'elle a été lancée il y a presque 10 ans maintenant, en 2004. Donc voilà, et elle connaît toujours aujourd'hui en tant qu'MMORPG un succès massif et croissant. Donc la fantasy, qu'est-ce que c'est? C'est un univers imaginaire, donc ça, on voit comme toute fiction, mais c'est un univers imaginaire qui présente deux caractéristiques spécifiques. Il est médiévisant, donc l'histoire se situe dans le passé, un passé souvent médiéval, et on utilise la magie. Or, pour ce qui est du Moyen Âge, donc là je vous montre eh bien, un pilier roman que vous pouvez voir. Hein, donc c'est un chapiteau de Souillac. Donc on a toujours jugé cette stylisation un petit peu simpliste, même encore aujourd'hui. Et l'art gothique, on l'a très longtemps considéré comme quelque chose de bizarre. Quant à la magie, bon, c'est quelque chose, à faire de la magie, c'est quand même pas très sérieux. C'est souvent quelque chose qui est un petit peu déprécié.
Donc pourquoi un univers qui utilise à la fois la magie et le Moyen-Âge connaît aujourd'hui le succès que l'on sait, surtout que ce succès ne date pas d'hier. La fantasy est un genre qui naît au 19e siècle en Angleterre. Alors effectivement, le 19e, c'est le siècle des sciences. Donc ça, effectivement, il n'y a pas photo, c'est le siècle des inventions, on se passionne pour les techniques, on invente la photographie, on invente la vaccination. Donc là, vous avez Pasteur qui se livre à une séance de vaccination. C'est une gravure qui a été réalisée d'après nature. Et vous avez aussi, parmi les autres inventions, Nicolas Appert, qui invente la conserve. Donc voilà, c'est vraiment des inventions qui sont assez extraordinaires et qu'on va associer au progrès, parce qu'on vit mieux, on vit plus longtemps, l'alimentation de qualité est accessible à davantage de gens, donc tout le monde trouve ça assez formidable, extraordinaire et merveilleux. Il y a le développement des transports, voilà, des maisons qui sont chauffées au gaz, il y a l'eau courante, enfin, c'est quelque chose de fascinant. Pourtant, qui dit progrès dit industrialisation, et qui dit industrialisation dit usine et misère. C'est également au 19e que se développe la pensée sociale. Donc vous avez les théoriciens du communisme, que sont Marx et Engels. Donc la première édition du Capital, d'abord donc le premier tome supervisé par Marx et les derniers par Engels, qui sont parus entre 1867 et 1894. Et puis Jean Jaurès, le grand théoricien effectivement du socialisme, qui va marquer vraiment une pensée sociale. Vous avez des artistes aussi qui sont des penseurs militants, comme les pré-raphaélites. Donc c'est un nom qui reviendra assez souvent dans notre conférence aujourd'hui, même si leur peinture n'est pas le sujet, et qui ont une pensée sociale. Donc là, je vous montre la roue de la fortune. C'est l'idée que tour à tour, le poète, l'esclave ou le roi seront en haut ou en dessous de la roue. Et puis les néo-impressionnistes, qui eux sont des penseurs proches du socialisme-anarchisme, et qui s'intéresse effectivement aux représentations de l'ouvrier. Donc vous avez le jeune homme que vous voyez en bras de chemise, qui est la représentation du loisir, effectivement, du loisir ouvrier, alors que les impressionnistes, eux, représenteront davantage le loisir bourgeois. Donc c'est dans ce contexte-là que naissent trois genres littéraires qui ont tous une vision critique du progrès. Le premier, c'est la science-fiction, le second, c'est le fantastique, et le troisième qui nous intéresse est la fantasy. Donc la science-fiction, qu'est-ce que c'est? C'est un genre qui se situe dans le futur et qui se base sur une invention technique qui n'existe pas encore, qui permet le voyage de l'homme dans le temps ou dans l'espace. Ces inventions sont censées permettre un progrès par rapport aux civilisations actuelles, puisqu'elles représentent un plus, mais elles sont souvent corollaires du déclin des civilisations. Donc vous avez plusieurs visions, effectivement, du progrès scientifique. Jules Verne, qui a une vision du progrès plutôt optimiste, hein, vous le voyez dans le voyage au centre de la Terre à la Lune, 20 milieux sous les mers, et puis d'autres, notamment les grands cycles de science-fiction contemporains, hein, qui ont une vision du progrès plutôt négative. Le fantastique se situe dans un monde qui est le nôtre, donc c'est un monde qui est complètement similaire au nôtre, c'est-à-dire le présent. Voilà, les grands cycles les grandes œuvres fantastiques font toujours référence au présent, elles se passent au présent. Vous savez, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, toutes les œuvres d'Edgar Allan Poe, hein, aujourd'hui. Il met en scène des manifestations qui sortent de l'ordinaire, visibles ou invisibles, hein, des fantômes, des esprits, des vampires, des revenants. La magie est présente dans le fantastique, mais comme le monde est similaire au nôtre, le recours à la magie n'a rien de normal. Et la magie sera associée souvent à la peur. Et enfin, il y a le genre qui nous intéresse, qui est la fantasy. Donc un des premiers romans de fantasy a été publié par William Morris en 1896. Donc William Morris, c'est un artiste qui est proche des pré-raphaélites, c'est un anglais. Et la fantasy se situe dans un monde qui n'est pas le nôtre et qui est présenté non pas comme le futur, c'est le cas de la science-fiction, mais comme le passé, aux références le plus souvent médiévales. Le recours à la magie fait partie intégrante de l'univers. Pourquoi? Parce que par le passé, la technique n'existe pas, la science n'existe pas, l'industrie n'existe pas. Donc pour que le monde marche, il faut bien que quelque chose les remplace. Et ce qui les remplace, c'est la magie. Pour les auteurs de fantasy, comme pour les penseurs sociaux, le monde d'aujourd'hui est un monde qui est corrompu. Donc le progrès va de pair avec le désenchantement du monde et la déshumanisation. Or, pour beaucoup, ces valeurs commencent à la Renaissance. Le progrès date de la Renaissance, époque où le monde entre dans une ère plus
scientifique et plus rationnel. Donc tout ce qui est avant, en l'occurrence tout ce qui est médiéval, va devenir le terreau d'une utopie qui est propre au merveilleux. Et les créatures, effectivement, qui peuplent les univers de fantasy prennent leurs racines dans un Moyen-Âge fantastique et fantasmé. Les légendes, voilà, les légendes anciennes, le folklore païen, les bestiaires, etc., etc. Donc, on va parler des créatures qui peuplent les univers de fantasy, qui trouvent racine dans le folklore païen et médiéval et qui utilisent la magie, parce que toutes les créatures de fantasy n'utilisent pas la magie, seulement certaines. Donc là, pour rester dans le biais de notre conférence, on s'attachera à ça. Donc, les premières créatures qu'on va étudier sont ce qu'on appelle les mutants. Donc, qu'est-ce qu'un mutant? Un mutant, c'est une créature qui a été humaine et qui, sous le coup d'une malédiction, se transforme. Donc, elle acquiert dans sa mutation des pouvoirs magiques, d'invisibilité, donc elle peut être invisible, elle a une force décuplée, elle voit la nuit, enfin voilà, tout un tas de choses, mais elle perd effectivement son humanité. Donc, ils nous renseignent, ils fascinent et ils font peur, parce qu'ils sont un peu nos alter ego et qui nous renseignent sur nous-mêmes et sur nos limites. La première créature qu'on verra, c'est le vampire. Pourquoi? Parce que c'est celle qui ressemble le plus à l'homme. Elle a seulement 2 longues canines qui l'en distinguent. Donc le premier vampire, c'est un vampire féminin. On les associe aux succubes, donc des démons qui prennent l'apparence de femmes séduisantes pour tromper les hommes et les priver de leur énergie vitale. La Bible mentionne une femme démon succube, Lilith, qui est associée au premier vampire, et qui, aujourd'hui, on parle de vamp, et la vamp est une femme fatale qui pompe les hommes, qui les prive de leur sang, qui les prive de leur énergie vitale. Donc on voit effectivement, et elle utilise pour cela un pouvoir qui est magique et qu'on retrouve dans la figure de la sorcière. C'est un petit peu les mêmes thématiques. Alors pourquoi le vampire prend du sang? Parce que la femme perd du sang et qu'on associe le lien entre la peur du sang lié au vampire et la peur de la féminité et du cycle menstruel. Donc, il y a des historiens qui ont beaucoup travaillé sur ces questions. C'est seulement au cours du Moyen-Âge que les vampires masculins apparaissent, en lien avec les guerres et les épidémies. Dans un contexte de peste noire, ils mordent et en mordant, ils transmettent effectivement la maladie qui est vue comme une contamination, exactement comme la morsure du vampire contamine. Et pendant longtemps, on le sait, la maladie était associée au péché. On n'attrapait pas la maladie parce qu'il y avait un problème de microbes, on ne les voyait pas, on ne les connaissait pas, mais c'est parce qu'on avait fauté, parce qu'on avait péché. C'est des thématiques qui sont assez cohérentes. Donc, contrairement aux autres revenants, ou morts-vivants, le vampire est incarné. Donc, comme le vampire est incarné, il se préoccupe de son apparence et surtout de sa jeunesse. Boire du sang lui permet effectivement de rester jeune. C'est un thème qu'on retrouve chez la sorcière qui mange des enfants, effectivement, pour préserver sa jeunesse, et qu'on retrouve dans Blanche-Neige. La reine va demander au chasseur de lui rapporter le cœur de la princesse, et en absorbant son sang, elle restera jeune. Et les vampires, féminins comme masculins, développent un potentiel de séduction qui est extrêmement dangereux. C'est au 19e, avec le romantisme, que le vampire va acquérir d'autres caractéristiques, comme la vision nocturne, le fait de se déplacer en volant, de dormir dans un cercueil, de se transformer aussi, se transformer en animal, ça on voyait avant, le vampire était associé aux créatures nocturnes, comme les chauves-souris ou les loups. Mais il devient aussi un personnage aristocratique. Donc le vampire le plus célèbre, c'est celui de Bram Stoker, Dracula, qui est inspiré de Vlad Dracul, qui est un prince valache orthodoxe qui s'est illustré dans les batailles contre les Turcs, et il aurait fait empaler 20 000 Turcs, et il aurait dîné dans ce charnier. Donc on le surnomme l'empaleur. Et on lui associe effectivement les caractéristiques vampiriques de goût du sang, de goût pour le sang et pour la cruauté. Donc il y a ça.
C'est une part de vision, alors certes, Vlad Dracul a existé, certes, il était seigneur de guerre, certes, il était cruel, certainement pas plus que d'autres, mais bon, en tout cas, voilà, le nom a été popularisé. C'est quelqu'un dont les actes sont impies et qui renie effectivement la vie en société. Au 19e, avec l'essor du romantisme, le vampire n'est pas un antisocial, mais le vampire, c'est quelqu'un qui est singulier, malheureux, en but à une société laide, stupide, injuste et religieuse. C'est quelqu'un qui est possédé par l'absolu, l'amour que Dracula porte à Mina, voilà, c'est bien aimé, par-delà les siècles, et, euh, et qui lutte pour sa liberté. Donc le vampire fascine parce qu'il est immortel, il est puissant, il est jeune. Comme il est une tentation possible pour l'homme, l'Église va en faire un damné, un exclu, et la contamination de son corps par une morsure révèle celle de son âme. La morale est claire, seul le Christ donne le salut qui permet la résurrection d'un corps glorieux pour l'éternité. On éloigne donc le vampire avec tout ce qui représente la pureté, donc de l'aubépine, une fleur blanche, un rosier sauvage, voilà, c'est à peu près la même chose, hein, de l'eau bénite, un crucifix, un rosaire ou un miroir. Alors pourquoi le miroir? Parce que le miroir est le symbole de la vérité. Et donc le vampire, qui est un leurre, ne s'y reflète pas. Les pouvoirs du vampire le privent de son humanité. Donc, la morale, c'est que c'est pas la peine d'être immortel si c'est pour vivre comme ça, hein, morale chrétienne très claire. Et on l'associe à plusieurs créatures du monde animal, soit nocturnes, soit carnivores, soit les deux, comme le loup. Alors, le loup-garou. Le loup-garou, qui est-il le loup-garou? Eh bien, c'est un humain qui a été contaminé par une malédiction, rendue effective par une morsure, et qui se change involontairement en loup à la pleine lune. La transformation, elle est irréversible. Il vit partout sous sa forme humaine, et quand il est loup, il vit dans la forêt. Il est plus grand qu'un loup normal et plus fort. Il voit la nuit, ses yeux sont rouges, et il peut se déplacer sur deux pattes, parce qu'il a été homme, ou sur quatre, comme une bête. Il est considéré comme une incarnation du mal dans l'Europe chrétienne, mais il tire son origine du mythe grec de Lycaon. Alors Lycaon, c'est un roi d'Arcadie, et qui est considéré comme le symbole de l'impiété. Alors Zeus, pour l'éprouver, va se déguiser en mendiant et va demander à être reçu chez lui. En fait, en gros, dans l'Antiquité, on n'a pas le choix. Si quelqu'un se présente chez vous, vous devez le recevoir. Mais Lycaon, qui n'en a strictement rien à faire, va essayer de montrer qu'il est le plus fort et qu'il est le maître chez lui. Il va lui servir à manger de la chair humaine, et selon certaines versions, celle de son propre fils qu'il a fait rôtir. Donc Zeus, pour le punir, le transforme en loup. C'est-à-dire que comme il n'a pas respecté les lois de l'hospitalité, qui sont les lois de la civilité, de la vie en société, il n'est ni plus ni moins qu'une bête, et il perd tout droit à l'humanité. Il se transforme, en loup. Donc la mythologie scandinave va aussi comprendre ces loups monstrueux. Le plus connu, c'est Fenrir. Alors Fenrir, c'est le fils de Loki et d'une géante, Angrborda. Et il a d'autres frères et sœurs qui sont monstrueux. Le serpent, Jormungand, et elle, la déesse des enfers. Il a été élevé par les dieux de la guerre. Et en fait, ce loup devient tellement, tellement, tellement puissant qu'il menace de détruire les dieux, de détruire les hommes, et qu'il faut l'enchaîner. Sauf que pour l'enchaîner, il faut pouvoir, hein, parce que c'est très difficile d'enchaîner quelqu'un qui est très puissant. Alors du coup, les dieux vont forger un lien magique fait d'ingrédients disparus, des bruits de pas de chat, des poils de femme à barbe, du crachat d'oiseau, de la laine de poisson, de la racine de montagne et des nerfs d'ours. Et pour faire tenir ce lien, il faut qu'un dieu accepte de sacrifier sa main en la mettant dans la gueule du monstre pour l'attacher. C'est Tyr, le dieu du ciel, de la guerre et de la justice, qui accepte. Et Fenrir va rester enchaîné jusqu'au jour du Ragnarok, la bataille finale. Et c'est également pour la bataille finale que J.K. Rowling va libérer Fenrir, qui sera le nom du loup-garou le plus terrible de son cycle. Fenrir Greyback a mordu Rémus Lupin. Et vous avez deux versions du loup-garou qui indiquent que nous avons tous des pulsions animales en nous. Des pulsions de violence, de désir. Sauf que on choisit de les maîtriser ou pas. Rémus Lupin, qui est un loup-garou, va prendre une potion qui s'appelle la potion Tulu, qui lui permettra de contrôler sa métamorphose et qui lui évitera de faire du mal. Fenrir Greyback, lui, mord même quand il n'est pas transformé. Donc c'est vraiment les deux visions du loup-garou.
de la pulsion animale que nous avons en nous et des freins possibles à cette pulsion, que sont la culture, l'éducation, la sociabilité, l'amour aussi. Donc, comment éloigner le loup? Eh bien là, on retrouve une théorie qui est la théorie des correspondances. Donc, on en avait parlé dans la conférence sur les sorcières. Eh bien, on éloigne le loup, en fait, se transforme à la pleine lune. Donc, on éloigne le loup avec des plantes qui ressemblent à la lune, qui sont associées à la lune, comme le gui, ou avec des artefacts qui sont associés au christianisme. Donc voilà, toujours pareil, au bénit, rosaire, blabla. On peut tuer la bête, on ne peut pas tuer la bête avec une balle de fusil ordinaire, mais on peut la tuer avec une balle de fusil qui a été bénite à l'eau bénite dans la chapelle de Saint-Hubert, qui est le patron des chasseurs. C'est très. Donc le loup, vous avez des liens qui sont forgés entre la bête et le loup, entre l'homme et le loup, qu'on appelle la lycanthropie. Donc, on utilise ce mot pour qualifier des délires hallucinatoires où l'homme se prend pour un loup, pour une bête, mais aussi c'est un thème sur lequel l'Église va jouer pour désigner des personnes dangereuses dont elle veut se débarrasser, exactement comme la chasse aux sorcières, mais également pour qualifier des actes monstrueux qu'on ne peut pas expliquer. Et donc la bête du Gévaudan, donc des meurtres qui ont été commis probablement par un homme dont l'identité n'a pas été révélée ou découverte, mais qui étaient trop monstrueux pour être associés à un homme normal, ont été associés à un loup-garou. Donc voilà, on dit que ces crimes ont été commis par la bête du Gévaudan. Donc vous avez toutes ces questions-là. Donc ces créatures, elles présentent toutes une identité alternative, en même temps homme et bête, alternativement homme et bête. Leur transformation leur a donné des pouvoirs magiques, donc ça c'est clair, mais leur a fait perdre leur humanité. Ici, la référence à la magie est morale, elle permet de dépasser sa condition, mais à quel prix? D'autres créatures sont ambivalentes, mais plus positives. Elles ne se sont pas transformées, ce ne sont pas des mutants, on s'appelle des mutants dans le langage de la fantasy, mais elles sont nées comme ça. Donc, c'est le cas des créatures des cycles arthuriens, des créatures magiques, les fées, les rois et les magiciens. Alors, le cycle arthurien est construit autour de la quête du Graal. Le Graal, c'est une coupe mythique qui est censée avoir contenu le sang du Christ et qui donne à qui boirait dedans l'immortalité. Donc, ce n'est pas du tout la même immortalité que celle du vampire, hein, on le comprend bien, c'est l'immortalité en Christ. Ceux qui recherchent le Graal pour de mauvaises raisons ne trouveront que la mort. Plus qu'une coupe, le Graal est une métaphore, c'est un prétexte à l'aventure, à la conquête ou à la mort d'une femme. Et la mort d'une femme peut être le Graal. Le Graal peut être aussi assimilé à la mort d'une femme dans certaines visions ésotériques du Graal. Et sa recherche va faire l'objet d'une longue série de romans, donc les romans du Graal. Voilà. Donc, les plus connus sont ceux de Chrétien de Troyes, hein, Yvain ou le Chevalier au Lion, Perceval ou le Comte du Graal, Lancelot, le Chevalier à la Charrette, Érec, Cligès, et puis il y a beaucoup d'anonymes, la plupart autour du XIIIe siècle. Hein, donc, voilà. On l'avait vu, hein, c'est dans la conférence sur le bonheur. Leur thème, la recherche d'un objet magique au travers duquel un héros se réalise, forme la base des scénarios de fantasy, Frodon et l'anneau, Harry Potter et les reliques, hein, voilà. Les personnages de Merlin, du roi Arthur ou des fées apparaissent au Moyen-Âge dans ces cycles arthuriens et se retrouvent, nommément ou par leurs avatars, dans nos univers fictionnels contemporains. Alors on va commencer par Merlin. Merlin, on en trouve des premières mentions écrites dans Geoffroy de Monmouth, donc voilà, autour du XIIe siècle, ça a été, et puis vous avez beaucoup de, là je vous montre un manuscrit plus tardif, il appartient dans un corpus qu'on assimile à la matière de Bretagne, voilà, corpus épigraphié puis illustré. C'est le fils d'une mère humaine et sainte, une jeune fille très vertueuse, très pieuse, qui était vierge avant sa rencontre avec le diable, qui s'est transformé en fait pour s'unir avec elle. Merlin, donc, fils d'un humain et du diable, est magicien. Il habite la forêt de Northumberland, dans une demeure qui est appelée l'Esplumoir. À certains moments de l'année, il devient sauvage, il évolue et hirsute. Mais sinon,
Comme c'est un sage, il vit à la cour du roi et il se met au service des hommes. Il a un pouvoir très important, celui de métamorphose pour lui-même, donc il peut se changer en animal, en paysan, en enfant, en vieillard, en moine, mais il peut aussi transformer d'autres personnes, et il en usera pour Uther Pendragon. Ça, on en verra. Dès sa naissance, il paraît plus âgé, capable de raisonner, parler comme un sage. C'est quelqu'un qui appartient à la forêt et à la plaine, à la sauvagerie et à la cour. Il est homme et animal, ange et démon, jeune et vieux. Il déjoue les limites de la société médiévale, mais aussi celles de notre condition humaine. Il est omniscient, il domine les hommes, mais il se met aussi à leur service. Et des personnages comme Gandalf le gris ou Albus le blanc sont bien sûr des avatars modernes de Merlin. Pourquoi? Parce que ce sont des symboles du bien, mais ils sont tentés par le mal. Donc on le voit dans Dumbledore, on le voit Gandalf, et eux-mêmes ne peuvent pas assumer le pouvoir parce qu'ils seraient tentés d'en user plus pour leur bien propre, pour leur gloire personnelle, que vraiment au service des hommes. Donc c'est vraiment des figures qui réfléchissent à l'ambiguïté de notre condition humaine, à notre fascination, effectivement, pour le pouvoir. Ces personnages sont entourés par des créatures bénéfiques ou maléfiques, et également, dans le cas de Merlin, par des fées. Alors les fées, qu'est-ce que c'est? Donc la fée, aujourd'hui, on dit d'une fée qu'elle est une femme, souvent belle, mais surtout bénéfique. Grâce à elle, tout se résout comme par magie. On a l'impression que tout ce qu'elle fait, eh bien, voilà, il n'y a pas de travail derrière. C'est simplement, ça s'effectue, c'est de l'ordre du miracle. Pourtant, la fée, et ce qui est intéressant, n'a pas toujours été femme. Tolkien, par exemple, va rattacher les fées à tout l'univers des personnages magiques, des elfes, les magiciens, les sorciers, même les nains, tous sont fées. Les fées aussi, fée, c'est un adjectif. On peut dire que c'est un objet qu'il est fait. Un objet fait, c'est un objet qui agit seul, qui est doué de volonté. Donc les objets d'Harry Potter, voilà, je vous montre la coupe de feu, le vif d'or, les clés volantes, sont des objets faits. De même, tous les objets des contes. Hein. Donc, voilà, tous les objets des contes anciens, la clé ensorcelée de Barbe Bleue, toujours une petite goutte de sang effectivement qui apparaît et qui révèle la trahison de la femme de Barbe Bleue est une clé fée, un objet fait. Mais le plus souvent, les fées sont des femmes, à la fois humaines et divines, et elles expriment la notion d'altérité et de limite. Elles ont été... celle-là, je vous la montrerai après. Donc voilà, en France, elles ont leur spécialiste, Pierre Dubois, qui a créé une profession, qui est la profession d'elphicologue, et spécialiste des fées. Voilà. Donc, comment sont nées les fées? Eh bien, quand Dieu a créé l'homme et la femme, les anges, les anges, Lucifer s'est révolté. Et donc, du coup, Dieu a sommé aux anges de choisir entre le bien et le mal, entre lui-même et Lucifer, ou le diable. Donc la plupart des anges se sont rangés dans les deux camps, mais il y en a qui n'ont pas choisi. Voilà. Et ils ont formé le petit peuple. Donc c'est comme ça que Pierre Dubois, qui est vraiment folkloriste, qui a beaucoup étudié les légendes anciennes, explicite la légende du petit peuple et des fées. Donc le petit peuple, c'est celui qui n'a pas choisi. Il n'est ni bon ni mauvais. Ce sont les entités de la nature. Toutefois, le diable va être furieux de cet arrangement qui ne lui rapporte rien, et il va exiger que les fées, les créatures du petit peuple, lui donnent régulièrement un enfant. Or, les fées n'en ont pas du tout envie. Elles ne voient pas pourquoi, de toute façon, elles ont refusé de choisir. Si elles ont refusé de choisir, c'est pour la vie, c'est pas pour donner un tribut à qui que ce soit. Donc, elles vont, pour remplir leur part de marché, voler un enfant humain qu'elles vont donner au diable à la place d'un de leurs propres enfants. Ou alors, le diable va prendre, effectivement, un enfant humain qu'il touche de sa marque.
Ces enfants qui sont touchés par la marque du diable sont appelés des changelings ou changelins. Ils sont à la fois humains et fées, humains et diables, en tout cas différents. Donc, on utilisait cette métaphore pour expliciter des troubles de la personnalité, comme l'autisme notamment. Et on disait des enfants qui n'étaient pas là, qui paraissaient ne pas répondre, ne pas comprendre, ne pas raisonner ou penser comme tout le monde, qu'ils étaient des changelins. Donc la fée était très présente dans les croyances populaires. Donc on les trouvait au croisement des routes, sous les arbres, auprès des lacs, et elle disparaît durant la Renaissance, exactement au moment où l'Église ambitionne de contrôler les campagnes et entame sa chasse aux sorcières. La vision manichéenne du christianisme va bipolariser celle des fées, pardon. Donc il y a deux versions de la fée séductrice et séduisante. Donc c'est Morgane qui séduit Merlin, et de l'autre la marraine. Donc c'est la dame du lac, celle qui va éduquer Lancelot, le roman du Graal. La première deviendra la sorcière, c'est Maléfique, de la Belle au bois dormant, et la seconde deviendra la fée marraine. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les deux rôles qui sont dévolus à la femme. Soit la femme donne la mort, c'est la femme vampire, celle qui prive de l'énergie vitale, celle qui tue, le symbole de Thanatos, ou donnera la vie, c'est-à-dire la femme est une mère. Elle protège, elle console, elle met au monde, elle réalise. Voilà. La fée, donc dévalorisée à la Renaissance, bipolarisée par le christianisme puis dans les contes de fées, revient dans toute sa diversité à partir, dans la fantaisie victorienne. Donc c'est là, voilà, je voulais vous montrer les illustrations qu'en font les peintres pré-raphaélites, comme Burne Jones, donc qui sont proches. Burne Jones est proche de William Morris, proche des univers de fantaisie. Donc là, vous avez des planches qui sont tirées de l'ouvrage Les Fées, famille des Fées. Donc voilà. Mais surtout, elles sont vraiment popularisées par le duo James Berry et Arthur Rackham. Donc James Berry, c'est lui qui a créé le personnage de Peter Pan, et Arthur Rackham est l'illustrateur de Peter Pan le plus célèbre, tout comme Tenniel, John Tenniel est l'illustrateur le plus célèbre d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, dans le premier opus de Peter Pan dans le jardin de Kensington, où Peter Pan est un enfant, vous avez des planches qui présentent deux visions, deux mondes. Vous voyez, donc, la première planche présente le roi Édouard, donc c'est voilà, le roi d'Angleterre avec son costume aristocratique, son chapeau, etc., dans une étude extrêmement réaliste. Et sous les arbres, vous avez tout le petit monde des fées qui s'agite, qui se livrent à des activités fantasques ou quotidiennes. Le second opus, Peter Pan et Wendy, qui a donné l'adaptation, effectivement, les adaptations qu'on sait, ici je vous montre celle de Disney, crée le personnage de la fée Clochette. Alors la fée Clochette, elle est si petite qu'elle ne peut contenir qu'une seule émotion à la fois. Et elle est ni méchante ni gentille. Voilà, c'est des attitudes, elle sert son intérêt personnel et elle a des attitudes qui alternent d'une émotion à l'autre. Donc présente au pays de Neverland, la fée est, comme on l'a vu avec Morgane, Viviane ou la Dame du Lac, présent dans les romans de chevalerie et dans le cycle arthurien, aux côtés du roi Arthur. Alors le roi Arthur, qui c'est le maître des chevaliers de la table ronde et de la quête du Graal. Son père s'appelle Uther Pendragon et il va tomber amoureux de la femme de son vassal, qui s'appelle Igerne. Comme sa femme est vertueuse, elle refuse de tromper son mari, même si c'est le roi qui lui propose. Donc Uther, qui est très très mordu, va demander son aide à Merlin. Et Merlin va user du pouvoir qu'il a de transformer les autres. Il va donner à Uther l'apparence du mari d'Igerne. Donc Arthur sera conçu ainsi. Merlin est le père magique de l'enfant et il va demander à l'élever. Arthur va incarner des vertus politiques et chrétiennes
Il va devenir un modèle de souverain dont la légende se répand depuis l'Angleterre dans toute l'Europe, et surtout dans toutes les classes sociales. Des marchands, des paysans, des nobles vont porter des prénoms issus de la geste arthurienne. Grièvement blessé dans la bataille de Camlahan, suite à une traîtrise, il est enlevé par les fées dans l'île enchantée d'Avalon, où effectivement il repose pour l'éternité, et encore aujourd'hui personne ne sait s'il est mort. Voilà. Donc, on a un premier récit de sa mort quand l'Angleterre, ravagée par des crises, se cherche un souverain idéal au XVe siècle, dans un récit écrit par un chevalier un petit peu nostalgique qui s'appelle Thomas Malory, qui écrit La Mortée d'Arthur. Je vous montre une page manuscrite. Et ce récit est réédité au XIXe siècle, bien sûr, contemporainement, non ça se dit pas ce mot, de manière contemporaine au récit de fantasy, donc en 1893, et il est illustré par Aubrey Beardsley, dont on reparlera, qui est inspiré par les mouvements aussi symbolistes et pré-raphaélites. Donc voilà. Donc, archétype du bon souverain hanté par les faiblesses humaines, il va être au centre de plusieurs récits modernes. Donc, on retrouve Excalibur de John Borman, mais bien sûr la figure d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, donc incarné par Viggo Mortensen dans l'adaptation de Peter Jackson. Donc, Aragorn, voilà. Vous avez aussi un détournement parodique du roi Arthur dans Les Monty Python, Holy Grail, de Terry Gilliam, mais également dans Camelot. Alors, d'où vient le comique? C'est que des sujets sérieux comme la quête du Graal, la royauté, l'amour courtois de Lancelot et Guenièvre, et quotidien. Voilà, on a le mélange entre les deux. Donc, sujet sérieux, donc quête du Graal, royauté, amour courtois, et quotidien via la cour, nourriture, comment on mange, le doute, l'incompétence de certaines personnes, créer le comique. L'originalité et la figure de Game of Thrones s'explique par le renversement des valeurs courtoises associées au personnage arthurien et à l'univers merveilleux de la fantasy. Donc le Moyen-Âge de Game of Thrones est sale, barbare, mais c'est pas une saleté et une barbarie qu'on a peu associée à la caricature à laquelle était soumise le Moyen-Âge lors des critiques précédentes. Simplement, ça a un côté hyper sombre et très réaliste. On peut parler de dark fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy. Voilà, mais bon, là, c'est vraiment quelque chose de très... oui, violent. Les personnages masculins, les principaux personnages masculins, se basent sur les archétypes liés au roi Arthur qu'ils détournent. Donc tous les héros masculins s'y réfèrent, mais aucun ne respecte les codes. Jon Snow, bah, il est trop jeune. Ned Stark, il en a les valeurs morales, il ferait un parfait roi Arthur, bah, sauf qu'il meurt voilà, à l'épisode 2 ou 3, donc un peu compliqué d'avoir un souverain régnant s'il meurt alors qu'il y a, je ne sais pas combien, 7 saisons de Game of Thrones, qui meurt dans les 2 premiers épisodes. Robert Baratheon, il en a la puissance physique, sauf que il n'en a pas la carrure morale, on voit très bien que c'est un faible, un mou, et Jaime Lannister, lui, il en a la beauté, mais il n'en a pas la droiture, même si c'est un personnage qui sera marqué par la rédemption. Donc du coup, le renversement des valeurs qui est pratiqué par Game of Thrones, mais aussi par Harry Potter, on reviendra sur plusieurs créatures par la suite, montre combien les codes de la fantasy et de ses personnages sont rentrés dans nos imaginaires. Et combien, en fait, on a des accords tacites entre le lecteur, le spectateur, qui reconnaît les modèles et qui s'amuse ou se réjouit de leur détournement. Notre amour pour ce genre vient du fait que les créatures magiques, quand elles ne sont pas malfaisantes, proposent des modèles qui peuvent être attendrissants, familiers ou idéaux, à l'image du petit peuple et des elfes. Alors, le petit peuple est entre le merveilleux et surtout, ce qu'on va voir, propose un idéal. Alors que les figures du vampire, du loup-garou, ou même des fées voilà, de Merlin, présentent une
une altérité, une manière de réfléchir sur soi, mais ne représente pas véritablement un idéal. Alors que le petit peuple, et surtout l'elfe, vont représenter une vision assez idéale, idéalisée de la fantaisie. L'elfe, il appartient à ce qu'on appelle le petit peuple. Ce sont des êtres dont la taille est compensée par une intelligence exceptionnelle, à l'inverse des trolls ou des orques, qui sont immenses mais stupides. Ils sont doués de pouvoirs et d'aptitudes que les hommes n'ont pas, et leur petite taille les rend familiers et moins effrayants que d'autres créatures magiques. Ils ont une fonction compensatoire par rapport aux difficultés du quotidien. Alors, pour ce qui est du petit peuple, vous avez beaucoup de créatures du petit peuple. Hein. Je vous parle des trois plus connus, les lutins, les gnomes et les korrigans. Donc, Richard Ely, E-L-Y, qui est un folkloriste spécialiste effectivement du petit peuple, propose d'associer ces petites créatures aux anciennes divinités du foyer, donc les dieux lards des Romains. Donc les lutins, qu'est-ce que c'est? Ça provient du mot latin, même du dieu latin Neptunus, donc, dieu de la mer, qui a donné, donc Neptune donne Neptunus. Neptunus serait un démon, un petit démon voilà, qui devient Luitum, un petit démon malicieux. Et l'adjectif lutin signifie espiègle. Hein. Donc voilà, on peut dire de quelqu'un qu'il est lutin, c'est-à-dire qu'il est taquin, qu'il est expiègle. Donc, il désigne en France de petits êtres de féerie qui sont assez bien proportionnés, qui peuvent porter d'autres noms. On parle aussi de farfadets, de pixies, de brownies. Voilà. Vous avez deux types de lutins, les lutins domestiques et les lutins sauvages. Les lutins domestiques sont habitués aux hommes et leur rendent des services, s'ils les respectent, si les hommes les respectent, tandis que les lutins sauvages leur jouent des tours. Les habits du lutin sont ornés de symboles, le rattachant à la région où il demeure ou à ses domaines de prédilection. Donc voilà, vous avez des lutins qui jouent de la harpe, donc voilà, qui sont des lutins guerriers avec des petites lances. Donc, voilà. Le gnome est entre le lutin et le nain. Il va présenter une hypertrophie de certains membres, dont la tête, le ventre, et il n'est pas aussi bien proportionné que le lutin, mais il est plus petit que le nain, et il est entièrement magique. C'est une créature qui est totalement magique. Il est rondouillard, barbu, avec un chapeau pointu, et c'est le nain de jardin. Ça représentera même une des quêtes de Fortnite. Il vit en bordure des jardins et des forêts, à proximité des hommes, auxquels il rend de nombreux services. Donc ils savent réparer les souliers, les casseroles, ils prennent soin des chevaux, ils aident aux travaux de la ferme. J.K. Rowling va s'appuyer bien sûr sur ce mythe et le prendre à rebrousse-poil avec ses gnomes de jardin. Donc ces gnomes, ils habitent dans les jardins, à proximité des forêts, sauf qu'ils sont très peu disposés à coopérer et ils sont tout à fait désagréables. Vous avez aussi parmi les gnomes ceux qu'on appelle les bonnets rouges, qui sont des terribles bonnets rouges. Donc les gnomes ont, vous l'avez vu, le plus souvent des bonnets rouges, hein, et pour cela, ils doivent boire le sang des voyageurs pour raviver la couleur de leur bonnet. Et si leur bonnet devient blanc, ils meurent. Ils ont l'air vieux, mais ils sont extrêmement forts et extrêmement agiles, et ils se déplacent avec des chaussures ferrées et écoutées qui en font des armes puissantes. Donc c'est pareil, comme ce sont des symboles du mal, pour les éloigner, il faut brandir un crucifix ou projeter de l'eau bénite et réciter la Bible. Le plus connu des petites créatures, c'est le korrigan. Il désigne le lutin breton. Il vient de cor, qui veut dire nain en breton, et du diminutif ig, qui signifie petit. Hein, donc c'est vraiment le petit lutin, le petit nain. Donc on voit que les lutins, les gnomes, sont plus petits que les nains. Contrairement aux lutins ou aux gnomes, on considère que souvent qu'ils sont plutôt mignons. Voilà, ils sont laids. Mais leur apparence est très variée. Donc pour Pierre Dubois, voilà, il en a beaucoup parlé. Ils peuvent avoir une magnifique chevelure, des boucles, ils peuvent avoir des yeux rouges. Ils peuvent être petits, noirs, velus, coiffés de chapeau plat, avec des rubans. Ils peuvent avoir des cornes. Donc en fait, voilà, ils sont vraiment très variés. Il est assez difficile de leur donner, de leur trouver une apparence commune. Ils habitent dans les lieux sombres, humides et végétaux.
souvent les grottes, les tumuli, les dolmens, les sources, les fontaines, les landes. Il se déplace souvent la nuit et il joue des tours pendables aux humains. Contrairement aux lutins et aux gnomes qui sont plutôt coopératifs, même s'ils sont très malicieux, les corrigans sont plutôt négatifs et il faut plutôt effectivement s'en méfier. Donc, ces personnages sont des personnages qui sont magiques et folkloriques. Il en est un pour lequel on hésite et pour lequel je n'ai pas trouvé d'autres caractéristiques dans le monde de la fantasy qu'aux frontières du réel, c'est le nain. Alors le nain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devra attendre le XXe siècle pour trouver une explication scientifique au nanisme. Avant, pourquoi on était nain? Eh bien, c'était parce que Dieu l'avait décidé ainsi, et c'était le plus souvent un signe de péché, hein, comme tout ce qui est différent. Donc le nain, vous avez des textes qui en parlent dès l'Antiquité. Donc on sait que le nanisme était attesté dès l'Antiquité dans les végétaux, les plantes, les animaux. Et c'est un type de personnalité qui est considéré comme à la frontière entre le monstre, la nature et la magie. Comme au Moyen Âge, la frontière entre surnaturel et vérité est très floue, on ne fait pas la différence entre la personne de petite taille et le personnage de fantasy. C'est un petit peu effectivement la même chose. Donc, le nain est présent dans les grandes sagas médiévales. Donc vous avez des études qui ont fait des dépouillements spécifiques de corpus, hein, donc un corpus de 50 grandes œuvres de la geste arthurienne, et qui a dénombré 160 nains, dont 6 naines. Donc effectivement, voilà, on a, voilà, c'est un personnage qui appartient vraiment au grand cycle de récits fictionnels de la littérature médiévale et dont je vous montre ici deux représentations. En parallèle avec la perte du folklore païen, eh bien, ces personnalités qui pouvaient être associées à des divinités, à des personnages aussi extraordinaires, un peu merveilleux, deviennent controversés et monstrueux. Et à partir de la Renaissance, ils vont remplir dans les cours européennes le rôle du bouffon ou du fou. Hein, donc c'est une vision qui est extrêmement cruelle. Dans le monde merveilleux, le nain, il est plus petit que l'homme et plus grand que les lutins ou les gnomes, présentant une hypertrophie de certains membres par rapport aux autres parties du corps. Donc, ils vivent, à l'image du monstre qu'on cache, ils vivent dans des lieux cachés. Le nain vit sous terre, dans des cavernes. Pour le cycle de Tolkien, c'est les mines de la Moria. Voilà. Les nains sont proches de la terre. Ça les rapproche des créatures chtoniennes, des mythologies antiques, où les enfers se situent sous la terre. C'est une vision du nain qui peut être assez négative. Mais le nain est habile, rusé, parce que le nain est humain. Donc il raisonne. Il est puissamment intelligent. C'est une créature qui est puissamment intelligente, comme toutes les créatures du petit peuple, qui sont super intelligentes, plus intelligentes effectivement que la moyenne. Et les armes qu'il forge sont absolument légendaires. Proche de la terre, proche des mines, il travaille dans les mines, il forge des métaux, il garde des trésors. Hein, donc c'est cette lecture qu'on retrouve chez Tolkien et dans le cycle des Nibelungen. C'est la gravure d'à côté. Donc la lecture du nain dans les récits de fantasy reprend les stéréotypes et les caricatures qu'on lui associe et bien malheureusement dans la vraie vie. Le nain est une petite créature, soit profondément néfaste, mal intentionné, rusé, soit effectivement un demi-homme totalement asexué, comme la vision qui en est proposée dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Et c'est encore cette vision que la série Game of Thrones bat en brèche avec le personnage de Tyrion Lannister, qui est un des plus attachants et des plus complexes de la série, qui est intelligent et séducteur, et qui crée effectivement une vraie personnalité en contraste avec tout ce qu'on avait pu associer jusque-là aux personnes de petite taille dans l'univers de la fantasy et du merveilleux. Chez Tolkien, le nain s'oppose à l'elfe, tant par la morphologie que par l'habitat.
le nain est lié à la terre, à la mine, donc Erebor et les mines de la Moria, à la montagne, alors que l'elfe vit dans la forêt et dans les arbres, qu'il est fin, aérien et léger. Et l'amitié que Tolkien choisit de développer entre l'elfe Legolas et le nain Gimli, au-delà des querelles qui opposent les deux clans, symbolise à elle seule la communauté de l'anneau, d'une société qui va s'unir pour le plus grand bien. Et le Tolkien est un vétéran de la guerre de 14-18, qui l'a totalement traumatisé. Il a vu les ravages de la guerre de 39-45, et par ces figures-là, au moment où les États-Unis s'engagent dans la guerre froide et dans la guerre du Vietnam, il exprime l'idée aussi d'une utopie, d'une union entre les peuples. Donc ça, c'est une métaphore qui est, voilà, qui est aussi très forte et très profonde. Donc la dernière créature de fantasy sur laquelle on va se pencher, c'est l'elfe. Et l'elfe, c'est une des créatures les plus complexes et les plus attachantes de la fantasy. Il appartient à la fois au petit peuple dans son lien avec l'air, et parce que souvent on peut le représenter de petite taille, au registre des fées, car il pratique la magie. Certains l'assimilent à des hommes fées. Certains pensent, enfin voilà, vous avez certaines pour certains folkloristes, les fées ne sont que des femmes, et les elfes, voilà, seraient des hommes fées. Pourtant, on retrouve effectivement des femmes chez les elfes, et c'est un peu, pas un alter ego, mais un idéal humain, étant donné que si l'elfe appartient au petit peuple, surtout par son lien avec l'air, il peut être représenté à taille humaine. Donc il représente un idéal à tel point qu'un jeune Argentin voilà, de 25 ans, 25-30 ans, qui s'appelle Wispardon, a eu l'ambition, donc a usé de la chirurgie esthétique pour se transformer en elfe. Donc c'est des idéaux qui sont encore marquants aujourd'hui, hein, même si tout le monde ne veut pas se transformer en elfe. C'est intéressant à voir. Donc, l'elfe, d'où vient-il? De la mythologie nordique. On en trouve les premières mentions dans l'Edda poétique. C'est un ensemble de poèmes en vieux norrois du XIIIe siècle, et qui récapitule en fait un petit peu toutes les bases, les histoires de la mythologie nordique. Donc voilà, Danemark, Suède, Norvège, Finlande. Ce sont des êtres semi-divins. Donc toujours cette notion de petit peuple, hein, cet intermédiaire. On retrouve le petit peuple, voilà, cet intermédiaire entre les hommes et Dieu, hein, toujours. Associé à la fertilité, à la nature et au culte des ancêtres. Ils sont plus spécifiquement liés à l'air. Hein, donc ça, on le répète, alors que le nain va être plus spécifiquement lié à la terre. Elfe, c'est la transcription donc, du mot norrois alphar, le vieux norrois alphar, qui est dérivé du latin albus et qui signifie blanc. On va retrouver cette racine dans les prénoms Alfred, Oberon ou Alberich. Et donc, Oberon, c'est le premier elfe des épopées, des chansons de gestes françaises, épopées mérovingiennes. Hein. Donc, je vous montre une illustration d'Oberon par Rackham. Donc, Oberon, il a été transformé en nain par la malédiction d'une fée, mais il a gardé sa beauté. Donc, effectivement, il appartient au petit peuple, mais, parce qu'il est petit, il a la taille d'un nain, mais la beauté d'un homme. Donc c'est pour ça qu'on l'associe effectivement aux elfes. Et puis, Alberich, effectivement, c'est le chef des Nibelungen dans la grande épopée germanique. Donc Oberon, alors est-ce que je l'ai? Oui, voilà. Il apparaît dans la geste de Huon de Bordeaux, qui est une chanson de geste anonyme, fin 13e, début 14e. C'est le fils de Jules César et de la fée Morgue, donc fils d'un empereur païen et d'une fée. Une malédiction lui a donné la taille d'un nain, mais lui a laissé sa beauté. Il va aider le chevalier Huon dans sa quête de rédemption. On le retrouve dans Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Aussi, il aide les amoureux à se réunir.
Dans le folklore allemand, Alberich va être le chef des Nibelungen, donc ça, on l'a vu. La première transcription de l'épopée des Nibelungen date du XIIIe. Vous avez les adaptations les plus connues, donc la trilogie de Richard Wagner, au milieu du XIXe, et l'adaptation de Fritz Lang, donc voilà, en 1924, donc les Nibelungen, qui seront à la base, créatures de fantasy, à la base du folklore germanique. Donc, la question qu'on se pose, c'est je parle des fées, des elfes, des vampires, bien sûr, on n'en a jamais vu. Vous avez déjà vu un elfe, parlez-moi, hein. Moi j'en ai jamais vu. Alors, est-ce qu'ils existent? Et pourquoi on n'en a jamais vu? Beaucoup de gens ont tenté de répondre à cette question. Déjà parce que la christianisation a fait disparaître tout le folklore païen. Disparaître. Donc en gros, ces créatures-là, pour survivre, c'est l'idée qu'elles se sont cachées et qu'on ne les voit pas. De plus, les elfes, comme toutes les créatures imaginaires, sont des intermédiaires entre les hommes et les dieux, les hommes et la nature, le bien et le mal. Et dans la mentalité médiévale, toutes ces créatures intermédiaires, le petit peuple, les enfants non baptisés, les anciens responsables des cultes païens, les anges déchus, vont se situer entre le paradis et l'enfer, entre l'homme et la nature, entre la nuit et le jour, dans ces zones intermédiaires et mal définies, hybrides, des lieux cachés et des lieux invisibles. Les elfes sont multiples, extrêmement variés. On trouve des elfes noirs, donc vous avez les elfes noirs dans Warcraft, voilà, on trouve beaucoup, ou lumineux, des elfes de taille humaine ou minuscules, des elfes indépendants ou des elfes qui sont au service des dieux, des elfes proches de la nature ou des esprits aériens, des elfes protecteurs ou des elfes maléfiques. Mais souvent, ce sont des créatures intelligentes et dominantes, et J.K. Rowling a encore renversé le mythe en faisant de créatures habituellement intelligentes, belles et souvent dominantes un peuple exploité qui lutte pour sa libération. Ils peuvent représenter aussi ce merveilleux qu'on veut asservir et qu'on a voulu effectivement dominer. Si certains noms sont assez connus, comme les sylphes ou les feux follets, Pierre Dubois, dont on a déjà parlé, donc vous avez toute une série d'émissions sur France Culture, une série d'interviews de Pierre Dubois, où il parle effectivement des elfes, et où il répertorie l'Asraï, né d'un baiser de lune sur l'eau sombre d'une mare, les Scythes, les Huldres, mais rien que les noms, c'est merveilleux, les Élilons, le Chélim, le Hututu, le Févert, la Guercarline, la mimeuse des trônes d'Halloween ou le Dybbuk. Donc, c'est le magie, effectivement, rien que de l'évocation des noms, qui vous fait voyager dans un monde parallèle, étrange et merveilleux. Le folklore français comprend aussi des petits lutins alsaciens appelés elfes. Ils sont assez grimaçants, ils jouent de vilains tours aux gens, comme entasser la neige devant les portes pour qu'on ne puisse pas sortir. Quand ils sont de bonne humeur, ils offrent aux gens du lait et du fromage. Mais quand ils sont mal intentionnés, ils ne sont pas très marrants. Donc pour les faire fuir, on met de la cendre sur les planchers. Et le lendemain, si on voit des traces en forme de pas de doigts, ça veut dire qu'il y a des petits elfes qui sont passés par là. Or, comme tous les elfes, ils aiment bien rester invisibles. Ils ne sont pas contents qu'on ait détecté leur présence. Donc, ils s'en vont. Voilà. Mais la vision des elfes qui est donnée aujourd'hui, et qui prévaut aujourd'hui, c'est celle de Tolkien. Donc, l'elfe, dans Le Seigneur des Anneaux, présente, pour ainsi dire, donc c'est ce que dit Tolkien, les aspects artistiques, esthétiques et purement scientifiques de la nature humaine, élevés à un plus haut degré qu'on ne les trouve chez l'homme. Donc c'est l'idée que la fantasy propose véritablement un monde merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Et cet extraordinaire, est-ce que ce n'est pas aussi la perfection de soi? Une vision de soi-même perfectionnée et perfectible, non pas par la robotique, la technique, la science, mais bien par la beauté et par la magie. Et c'est ce que propose Tolkien avec l'elfe, donc les figures de Legolas, les figures de Galadriel également. Immortel et lumineux, il présente de très nombreux points avec les anges bibliques. Il se nomme Eldar, ou le peuple des étoiles, et Tolkien en fait, avec les hommes, dans son grand cycle, dans sa mythologie, les enfants de celui qu'il appelle Ilúvatar, l'équivalent merveilleux du dieu chrétien.
Donc Ilúvatar, ce n'est pas le premier-né, c'est celui par qui tout fut créé, par qui tout arrive. Les elfes sont les premiers-nés d'Ilúvatar, et comme ce sont les premiers-nés d'Ilúvatar, ils sont immortels. Les hommes ne sont que leurs successeurs. Comme ils sont les premiers-nés, ils détiennent la mémoire du monde, du passé, et peut-être les clés de l'avenir. Leur comportement, comme leur allure, évoque la noblesse, l'élégance. Ils font référence au mythe arthurien et à l'ancienne chevalerie. Ils vivent en Lothlórien, ou en Lorien, trouve les deux noms, la forêt des elfes, où le temps s'écoule plus lentement et où les plaies se referment. Donc la fantaisie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce fantastique, c'est ce merveilleux qui, le temps d'une lecture, le temps d'un spectacle, le temps d'un regard, nous évade et nous emmène ailleurs, effectivement, dans un monde où le temps s'écoule plus lentement et où les plaies se referment. Les créatures au pouvoir magique, bénéfiques ou maléfiques, se construisent aux marges de la morale chrétienne. Survivances des mythologies polythéistes ou des folklores païens, elles ont été décrédibilisées par l'Église et rendues néfastes. Les premiers vampires et loups-garous, parce que la question c'est comment ils sont nés. Alors, là, on dit qu'il y a plusieurs vampires, plusieurs loups-garous, mais comment est-ce qu'ils sont nés? Donc l'Église a cherché à expliciter la naissance des premiers vampires et des premiers loups-garous par la faute. Donc ce sont des humains qui ont fauté, puis par exemple, une blessure qui n'est pas désinfectée, une rébellion contre l'Église, un cadavre d'animal qui a été enjambé, donc voilà, sans être enterré, ou des rites d'enterrement qui n'ont pas été respectés. Donc effectivement, c'est lié à une faute morale. Ensuite, il y a eu transformation et perte effectivement d'humanité, aussi bien dans la vie que dans la mort. Puis ils ont transmis leur malédiction par morsure. Les fées ont refusé de choisir entre Dieu et le diable, et les elfes renvoient aux anges. À l'instar de la magie, les créatures de fantasy sont blanches ou noires, mais surtout, elles détiennent un pouvoir d'émerveillement, qui ressort du mélange entre leur humanité, qui permet l'identification, et l'étrangeté, qui explique leur magie. L'ancrage dans le passé des récits de fantasy légitime leur différence et leur aspect, qui est un aspect fantastique. Né dans un contexte d'essor industriel, la fantaisie puise aux racines des folklores locaux. Parce que dans un contexte de concurrence, les grandes puissances que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne collectent leurs légendes afin de se forger une identité culturelle spécifique dont la richesse doit se lire dans un contexte de concurrence économique. Les contes des frères Grimm ont été collectés effectivement dans les 2/3 médians du XIXe siècle. Pourquoi? Pour légitimer la puissance effectivement de l'esprit germanique. On a 3 grandes puissances, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, la Prusse, tout ça, qui effectivement sont 3 grandes puissances industrielles et qui se livrent des guerres incessantes pour la maîtrise des colonies, voilà, et pour l'extension de leur empire colonial, et également pour leur production industrielle. Et dans ce contexte-là, tout est bon. Donc chaque territoire va chercher à affirmer son identité en retraçant effectivement l'histoire de ces légendes et de ces mythes. Et c'est dans ce contexte-là que la collecte des contes merveilleux des frères Grimm peut aussi s'expliciter. Voilà, tout à fait. Mais peut-être la plus extraordinaire lecture du merveilleux et de la fantaisie qu'apporte le 19e, c'est celle de notre terre et du vivant qui la peuple. Donc, les récits de fantaisie sont contemporains de la parution du livre de Darwin, De l'origine des espèces, qui date de 1859. Et pour Darwin, il explique qu'il consacre de nombreuses pages aux monstres, enfin, ce qu'il appelle les monstres, des créatures différentes, étranges, par rapport à une norme qu'il cherche à définir. Mais il explique surtout que, sous l'effet conjoint de mutations dues au hasard et de la lutte contre la faim et la mort, l'évolution des espèces vivantes aboutit sans cesse à de nouvelles formes, est véritablement merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. La variété, la diversité du vivant est quelque chose de merveilleux. Avec les recensements de Buffon, puis les tests de Darwin, on s'aperçoit que les règnes humains, végétaux et animaux sont concomitants
et surtout extraordinaires dans la variété des formes qui les composent. On retrouve cette hybridité des règnes dans effectivement l'illustration des récits de fantasy et dans l'hybridité aussi des personnages qui appartiennent tous à un monde intermédiaire entre Dieu et le diable, entre l'humain et, euh, et le magicien. Euh, ce sont des personnages qui sont des personnages frontières et qui sont complètement liés à cette hybridation des règnes qu'on découvre. Et quand on regarde les illustrations de Beardsley que je vous montre pour La Morte d'Arthur, euh, voilà, où commence l'homme, où commence le végétal, où commence l'animal, et on a l'impression que les créatures sont peuplées de fragments biologiques grossis au microscope, des embryons, des animaux, des végétaux, et que effectivement, dans ces grands récits chevaleresques de fantaisie médiévale, tout se confond, tout s'interpénètre. Et cette quête de soi, cette quête des origines, se retrouve aussi bien, paradoxalement, dans deux disciplines qu'on n'aurait jamais réunies, mais qui se trouvent de facto réunies, dans les sciences que dans le merveilleux. Et tout ça, et ben voilà, ça se trouve aussi bien dans notre tête que dans le monde qui nous entoure. Donc je conclurai par cette phrase de Sylvain Tesson, que j'ai trouvé citée par Pierre Dubois, et qui indique qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver le merveilleux. Il faut juste regarder ailleurs. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce cycle. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bel été en vous disant à bientôt.